Mesdames et messieurs, merci de suivre Face à Face, un nouveau numéro. Nous parlons aujourd'hui des mines. On va parler de cette gouvernance minière, comment elle s'organise chez nous. Et c'est vrai, on va confronter cette réalité juridique avec la réalité sur terrain pour voir un peu, est-ce qu'il y a des recherches qui ont été faites sur la question. Je reçois un avocat, maître Alpha Madoukou, il est chercheur en droit minier, et il est détenteur d'un titre de master en droit international et européen de droits fondamentaux à l'université de Nantes. On parle avec lui sur cette question de la gouvernance minière. Maître Alpha, comment allez-vous? Je vais bien, monsieur le journaliste. Alors, c'est un plaisir de vous rencontrer aujourd'hui et surtout de tourner cette émission pour parler essentiellement de la recherche. D'abord, pourquoi avoir choisi de faire des recherches en droit minier, par exemple? Pourquoi? Oui, alors j'ai remarqué que le droit minier était un peu une branche orpheline du droit. J'avais remarqué qu'il n'y avait pas beaucoup d'ouvrages, beaucoup de recherches sur les questions minières. Il y avait beaucoup d'articles, mais pas vraiment de recherches approfondies. Et c'est comme ça qu'au niveau de maîtrise, j'ai pu aborder des questions liées notamment au respect des droits humains dans le secteur minier. Mais j'ai fait également des recherches en ce qui concerne les régimes fiscaux, le titre minier, les questions liées à la gouvernance au niveau de la GECAMINE. Et voilà, toutes les questions liées à la traçabilité des minéraux. Alors parlons-en sur la question de mine. Comment l'on peut aujourd'hui définir notre gouvernance minière? Pensez-vous qu'il y a une gouvernance minière définie ou nous allons par analogie simplement? Non, il y a une gouvernance minière définie dans la mesure où les codes miniers définissent les attributions ou les compétences des différentes autorités qui peuvent intervenir dans le secteur minier. Il y a au niveau national le ministre des Mines qui a des compétences bien établies et exhaustives. Il y a les différents services relevant de son ministère. Il y a le cadastre minier qui est un établissement public. Et il y a également des entreprises publiques de l'État qui interviennent également comme la GECAMINE dans le secteur minier. Alors, puisqu'il faut parler de cela, comment est-ce que vous pouvez nous retracer l'historique de la gouvernance minière en République démocratique du Congo? Comment ça s'est organisé et à quelle époque on était meilleur? Est-ce que c'est maintenant qu'on est on est mieux maintenant ou à l'époque c'était mieux? Comment les choses se sont organisées depuis 1960? Bon, depuis 1960, il faut dire qu'il y a eu des textes un peu foisonnants. Mais les textes qui retiennent beaucoup plus mon attention, c'est l'ordonnance loi de 1981 portant régime général sur les mines et les hydrocarbures. À l'époque, les droits miniers et les droits des hydrocarbures étaient liés. Donc les deux étaient soumis à un seul texte. Et à l'époque, il était permis que les opérateurs économiques, certains opérateurs économiques évoluant dans le secteur minier, soient liés par des conventions minières. Ensuite, on est arrivé en 2002, on a adopté la loi numéro 007/2002 du 11 juillet 2002 portant code minier qui a introduit des innovations. Mais malheureusement, ces codes miniers n'ont pas mis fin à la dualité du régime juridique. Ça veut dire qu'il y avait toujours des gens, il y a toujours des gens qui sont liés par des conventions minières qui dérogent aux dispositions du code minier. Ça veut dire que les impôts prévus dans les codes miniers, les régimes environnementaux, les régimes d'échange sont inapplicables à l'égard de ces opérateurs économiques. Et après de multiples critiques, on a adopté la loi numéro 18/001 du 9 mars 2018, modifiant donc la loi de 2002 portant code minier qui a introduit beaucoup d'innovations, théoriquement. Par exemple, en ce qui concerne les impôts, cette nouvelle loi a créé de nouveaux impôts. Je prends l'exemple de l'article 251 bis de la nouvelle loi qui a créé ce qu'on appelle l'impôt spécial sur le super profit. Avant, il n'y en avait pas. Avant, il y avait comme une évasion fiscale. Ça veut dire que lorsque l'opérateur économique
réaliser des bénéfices au-delà des prévisions contenues dans le business plan, il était carrément imposable à l'impôt professionnel sur les bénéfices et l'excédent, les surplus échappaient à l'État, à l'imposition. Maintenant, on a dit non, on va s'inspirer du code des hydrocarbures. Parce que dans le secteur des hydrocarbures, il y a ce qu'on appelle au niveau de l'amont pétrolier les contrats de partage de production. Là-bas, il n'y a pas d'impôt sur les bénéfices au niveau de l'amont pétrolier. Comment ça se passe? L'investisseur, vous venez, vous signez avec l'État un contrat de partage de production, vous investissez, vous supportez les coûts de recherche, d'exploitation, de l'exploration. Et lorsque vous exploitez et que l'exploitation est rentable, vous partagez avec l'État les profits oil. Mais lorsque, sur les marchés, il y a un super profit oil, le super profit oil revient à l'État. On s'est inspiré un peu de ça en mettant en place l'impôt sur les super profits. C'est que à chaque fois qu'il y a une situation meilleure sur le marché, l'État, le super profit revient, c'est fait maintenant à 50%. L'opérateur économique prend 50%, l'État aussi 50% dans les secteurs miniers. Avant, il n'y en avait pas. Donc ça échappait comme ça à l'imposition. Il y a beaucoup d'autres innovations. Je peux donner l'exemple de la redevance minière. Avant, sous les codes miniers de 2002, la clé de répartition de la redevance minière n'était pas respectée. Parce que dans la redevance minière, l'État perçoit 50%, la province 25%, les TD dans lesquels s'effectue l'exploitation 15% et les 10% pour les fonds miniers. Mais avant, cette clé de répartition n'était pas respectée parce que la clé de répartition était assurée par la Banque centrale qui devait rétrocéder. Et donc la Banque centrale ne le faisait pas. Avec la nouvelle loi, c'est l'opérateur, la CGTU lui-même, qui doit payer dans les différents comptes. Ce qui fait que la question est réglée aujourd'hui. Est réglée, mais il y a quand même des inquiétudes, par exemple pour de nouvelles taxes que l'ancienne province du Katanga avait créée à l'époque. L'ancienne province du Katanga avait créé la taxe sur le voirie et drainage et la taxe sur l'exportation des concentrés, qu'elle déduisait de l'impôt, de l'assiette de la redevance minière. Mais avec l'évolution aujourd'hui, la question, parce que la province du Katanga à l'époque disait que le gouvernement ne rétrocédait pas sa part de la redevance minière. Maintenant que la question est réglée, on se demande encore... Comment ça va se passer? Est-ce qu'ils vont continuer à percevoir les taxes? Il faut continuer à percevoir les taxes et surtout les taxes sur les voiries et drainages au niveau de ces provinces superposent. Il y a comme une double imposition parce que il y a, en vertu de l'article 204.16 de la Constitution, l'impôt sur les véhicules, la taxe spéciale de circulation routière ont été cédées aux provinces pour financer les travaux de voirie. Donc on ne peut plus créer des taxes supplémentaires. Et aussi, dans les codes miniers, il y a ce qu'on appelle le principe d'exhaustivité qui est posé à l'article 219 du code minier. C'est-à-dire tous les impôts, taxes, droits et redevances qui s'appliquent dans les secteurs doivent être limitativement prévus dans les codes. Or là, ces taxes ne sont pas prévues. Et je prends par exemple la question de la taxe sur l'exportation des concentrés. À l'époque, le code de 2002 ne réglementait pas l'exportation des concentrés. Maintenant, la loi de 2018 interdit l'exportation à l'état brut de minerais. C'est-à-dire que tous les minerais doivent être traités et transformés sur place. Là, c'est l'innovation de... L'innovation, c'est l'article 108 du code des codes de 2018. 2018. Et l'article 342 bis des codes miniers de 2018. Alors, revenons sur la question de comment ça se fait maintenant. Parce que vous avez dit la théorie. Mais qu'est-ce qui fait que la théorie soit, je veux dire, que la beauté des textes soit trahie par la réalité sur le terrain? Oui, mais en fait, vous savez, le secteur minier, c'est un secteur technique. Le problème, c'est les gens qui sont commis à l'application de ces codes. Ils ne le font pas. Ne le font pas vraiment. Là, il faut les déplorer. Vraiment, il y a un problème parce que c'est un secteur trop technique. Parce qu'il y a pour le code minier, par exemple, il y a ceux qui soutiennent le code minier, visiblement vous,
Et puis, il y a ceux qui ne soutiennent pas, visiblement nous, personnellement. Et puis, il y a bien d'autres. Moi, j'appartiens dans l'école de ceux qui ne soutiennent pas ce code minier, qui pensent qu'il faut révisiter encore le code minier. Est-ce que vous êtes de ceux qui pensent qu'il faut garder le code minier tel qu'il est et qu'il faut plutôt l'appliquer au lieu de le changer, ou vous pensez qu'il faut révisiter certaines dispositions? Ok, la question elle est bien posée. Mais écoutez, moi je suis pour la révisitation de certaines dispositions. Ah d'accord. Certaines dispositions posent problème. Je donne l'exemple, il y a beaucoup de dispositions. Je donne l'exemple de la redevance minière. On dit que les 15% de la redevance minière sont alloués à la province où s'effectue, plutôt à l'ETD où s'effectue l'exploitation, ou à la province, les 25% de la province où s'effectue l'exploitation. Mais le code minier ne prend pas en compte la question des chevauchements des titres miniers, parce que ça fait arriver qu'un seul titre minier puisse couvrir 2 ou 3 entités territoriales décentralisées. En ce moment-là, comment va s'effectuer la répartition? Et ça, le code ne le dit pas vraiment. Le code minier ne le dit pas. Et là, le code minier renvoie à l'article 40 qui donne des solutions un peu objectives, c'est-à-dire qu'en cas de chevauchement, on doit tenir compte de l'ETD où se situent les centres du carré minier. Mais les deux ETD ont subi l'impact de l'exploitation. Oui, pourquoi on va privilégier un seul pour le simple fait que le siège est là-bas? Évidemment, donc là, ce n'est pas clair. Il faut vraiment prévoir une solution. Et un autre problème que les codes miniers ne règlent pas, c'est la question de la santé et la sécurité des travailleurs dans le mine. Il n'y a aucune disposition du code qui traite ou qui prévoit expressément la question liée à la santé et la sécurité des travailleurs dans le mine. Si vous prenez les codes miniers français, c'est écrit, c'est prévu. C'est parce que la RDC n'a pas adhéré à la convention numéro 176 de l'OIT sur la santé et la sécurité des travailleurs dans le mine. Pourtant, c'est quelque chose de fondamental, parce que qui dit mine, dit détérioration de la santé, dit risque élevé des morts, d'accidents et bien d'autres choses. Bien d'autres choses. Des risques énormes. Par exemple, je vous donne un cas. Si un travailleur dans le secteur minier découvre qu'il est exposé à un danger permanent, il n'a aucun droit de dénoncer cela. Alors que dans le code minier français, on lui donne un droit d'effectuer ce qu'on appelle l'alerte. Et cette alerte peut suspendre son contrat de travail. Ici, chez nous, si vous faites bien, le contrat est résilié à votre tort. Et puis, dans le code minier français, par exemple, il est prévu un comité d'hygiène et de sécurité pour les travailleurs évoluer. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Alors, vous ne pouvez pas vraiment parler du respect des droits humains si les questions liées à la santé et la sécurité des travailleurs ne sont pas respectées. Alors, puisque vous avez travaillé, vous aussi, sur la question des droits humains, vous vous êtes même spécialisé sur la question des droits humains, est-ce qu'il est important, quelle est l'importance de travailleurs dans les conditions de santé, les conditions de travail dans le milieu des mines, par exemple? Oui, l'important, c'est que les travailleurs étaient exposés au risque. Oui. Et pourquoi il faut qu'il y ait une réglementation? Pourquoi il faut absolument une réglementation? Parce que c'est dans le cadre de la responsabilité sociétale de l'entreprise. La France, par exemple, a évolué. La France a mis en place ce qu'on appelle les devoirs de vigilance des entreprises, des sociétés mères et des entreprises donneuses d'ordre. C'est-à-dire la France est allée plus loin. Pour la France, lorsqu'une société a son siège social en France et qu'il effectue ses activités en France ou à l'étranger à travers des filiales, des sous-traitants ou des fournisseurs avec lesquels il a une relation commerciale établie, s'il y a une atteinte aux droits humains, l'entreprise engage sa responsabilité parce que l'entreprise doit faire ce qu'on appelle le plan de vigilance. Dans ce plan de vigilance, il adopte des mesures à mettre en place pour respecter les droits humains. Ça signifie que si aujourd'hui une entreprise française évolue en RDC, vous avez la possibilité de l'attaquer en France pour des actes commis en RDC. C'est comme ça ce n'est pas le cas ici. Oui, c'est comme ça qu'en Ouganda, par exemple, les victimes de l'exploitation du pétrole ont attaqué Total en France et ils ont été indemnisés. En RDC, nous sommes encore au niveau du devoir de diligence. C'est-à-dire, c'est un mécanisme managérial et volontaire où vous devez prouver que les minéraux que vous exploitez ne sont pas les minéraux du sang, qu'il n'y a pas de violation des droits humains. Et vous devez brandir au niveau de la chaîne d'approvisionnement le certificat de la CIRGL qui établit que vous avez respecté ces devoirs
de diligence. Mais c'est un mécanisme que je trouve peu contraignant. Donc, dans mon mémoire, par exemple, pour la maîtrise, j'ai fait un plaidoyer pour qu'on adopte ces devoirs de vigilance dans le secteur minier, mais qu'on adapte aux réalités sur le terrain. Est-ce que vous pensez aujourd'hui qu'il y a une différence entre ce qui se passe ici chez nous, au Congo, en termes bien évidemment de la sécurité des travailleurs, des miniers, en Afrique du Sud, en France, Chili et Australie? Lesquels des pays évoluent quand même et lesquels des pays restent en arrière? La RDC n'a pas évolué, je viens de le démontrer ici, parce qu'on n'a pas adhéré à la convention numéro 176 de l'OIT sur la santé et la sécurité des travailleurs dans le mine. Et dans les codes miniers, il n'y a aucune disposition sur la santé et la sécurité des travailleurs dans le mine. Par contre, l'employeur applique le code du travail, l'article 55, qui lui donne l'obligation de veiller que l'exécution du travail s'efface dans le respect de la santé et la sécurité du travailleur. C'est une disposition vague, mais il n'y a pas de disposition détaillée dans le code minier sur les questions de la santé et la sécurité des travailleurs dans le mine. Est-ce qu'ailleurs, en dehors de la France, par exemple en Afrique du Sud ou en Chili, je ne sais pas. En Afrique du Sud, en Australie, au Canada, oui, tous leurs codes miniers comprennent des dispositions transposant donc cette convention de l'OIT. Qui négocie généralement ces dispositions-là? Est-ce les miniers ou les députés? Bon, en fait, en amont, il y a des travaux qui se font. Il y a des travaux et la société civile, les opérateurs économiques qui volent dans le secteur minier, les gouvernements. Donc, il y a une tripartite qui discute des dispositions à amender. Et ensuite, le projet de loi est adopté au niveau du gouvernement et transmis comme projet de loi au niveau de l'Assemblée nationale, qu'on inscrit en calendrier pour être débattu. Mais dans le secteur minier, il y a ce qu'on appelle la garantie légale de stabilité. Ça veut dire que toute modification que vous devez faire dans le code minier, cette modification doit être adoptée par le Parlement. C'est ce qu'on appelle la garantie légale de stabilité du code minier. Et lorsque vous modifiez le code, il y a certains opérateurs économiques qui peuvent être continués, qui peuvent continuer à être régis par l'ancien code alors qu'il est modifié. Okay. En tenant compte évidemment de l'entrée en vigueur de leur titre minier. Mais en 2018, lorsqu'on a modifié le code minier, la garantie légale de stabilité n'a pas été respectée. C'est comme ça que certaines personnes pensaient qu'on allait attaquer la RDC devant les CIRDI pour expropriation indirecte des investissements. Mais ce qui n'a pas été fait. Ce qui n'a pas été fait parce que vous savez qu'aujourd'hui, en matière de contentieux des investissements internationaux devant les instances arbitrales et surtout les centres internationaux pour les règlements des différends, il y a une évolution jurisprudentielle. Aujourd'hui, les CIRDI tiennent compte des droits humains et des droits de l'environnement. Parce que l'État n'est pas admis à soumettre des actions, des demandes principales sous forme d'actions devant les CIRDI, mais il peut introduire aujourd'hui des actions réconventionnelles. Lorsque vous lestez en justice, il peut dire que les mesures que j'ai prises, c'est pour protéger les droits humains. Et les droits au développement dans les systèmes africains de protection des droits humains, les droits au développement fait partie des droits de l'homme. Et donc l'État peut se fonder sur le respect des droits humains et pour vous débouter, ou soit introduire une action réconventionnelle parce que vous l'avez amené devant l'instance CIRDI. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a un lien entre la fiscalité organisée par le Code minier 2018 et la TVA à l'importation qui a été toujours dans le même secteur? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien? Oui. Bon, il y a un lien. Parce qu'à l'époque, en 2002, la TVA n'existait pas. On appliquait l'impôt, on appliquait l'ICA, l'impôt sur les chiffres d'affaires. La TVA est entrée en vigueur en 2010. Mais depuis que la TVA est entrée en vigueur, il s'est posé un problème lié au crédit TVA remboursable. C'est parce que vous avez suivi à la télé où les miniers se plaignaient que le gouvernement ne remboursait pas. Le crédit TVA, c'est en fait un écart positif qui se dégage entre la TVA que l'opérateur a supportée en amont et ce qu'il a collecté en aval. Parce que ce n'est pas lui qui paye la TVA. Lorsqu'il a plus payé en amont, il doit récupérer en aval. Lorsqu'il ne récupère pas comme il a payé, l'écart positif qui se dégage constitue une créance pour lui. Et
l'article 63 de l'ordonnance loi de 2010 sur la TVA interdit en principe la compensation. Oui. Mais elle lui donne plutôt, interdit les remboursements, mais donne plutôt droit que le crédit TVA soit imputé jusqu'à son épuisement. Mais c'est l'article 64 qui permet les remboursements. Mais ce n'est pas pour tous les redevables légaux. Il y a une catégorie. Il y a les exportateurs, il y a ceux qui réalisent les investissements lourds, il y a des titulaires de droits miniers, enfin des recherches et développement du projet. Ces catégories-là sont admises en matière de remboursement. Alors, j'ai un rapport que je vais lire. Sur base des artifices juridiques tel qu'on le signale dans la motivation, un ancien Premier ministre avait pris en date du 22 juillet 2016 des décrets 16, numéro 16/028 et 16/029 portant suspension de la perception de la taxe sur la valeur ajoutée à l'importation en faveur des entreprises minières et à l'importation des équipements et matériels d'aviation, respectivement de 12 mois pour le premier et de 3 ans pour le second, au motif réduire l'ampleur des demandes de remboursement des crédits sur la valeur ajoutée due particulièrement aux importations effectuées par les entreprises minières. Tandis que pour le second, il s'agit de l'urgence et la nécessité de mettre en application les dispositions du paragraphe 16 des dispositions préliminaires du tarif de droits et taxes à l'importation en vue de soutenir le secteur national de l'aviation. Vous, en tant qu'expert sur la question, est-ce que vous y voyez la fraude? Est-ce que vous y voyez comment on dit, l'animus nocandi? Ou c'est bien fait, c'est normal? Non, en fait, à l'époque, je comprends la motivation parce que la suspension de la TVA à l'importation, en fait, avait pour conséquence de réduire l'ampleur du montant de crédit TVA au niveau du sous-compte TVA. Parce que si on continuait de percevoir la TVA à l'importation, les opérateurs économiques normalement devaient les récupérer parce que ce n'est pas eux qui doivent le supporter dans le circuit économique. Alors, il fallait qu'en amont, on suspende la TVA au niveau de l'importation pour réduire l'ampleur. Mais là n'est pas la question. Pourquoi le gouvernement ne remboursait pas vraiment? Moi, je pense plutôt que le sous-compte TVA qui était logé au niveau de la Banque centrale, soit que ces sous-comptes étaient utilisés. Parce que au niveau de la Banque centrale, les sous-comptes crédit TVA étaient payés au niveau de la Banque centrale pour permettre de rembourser à ces opérateurs économiques, selon qu'ils sont dans la catégorie A, B et C, donc les entreprises à risque faible, à risque moyen et à risque élevé. Mais on ne le faisait pas. Certains experts disaient que c'est pour des questions liées aux politiques monétaires. Vu qu'à l'époque, il fallait prendre ce qu'on appelle des mesures de resserrement des politiques monétaires, donc réduire la masse monétaire en francs congolais. Et donc, c'est comme ça que le gouvernement ne payait pas. Mais d'autres disaient que les fonds du sous-compte TVA étaient utilisés. Alors, il y a toujours dans le même rapport. À ce jour, ces deux décrets qui devaient être rapportés respectivement, le 22 juillet 2017, le 22 juillet 2019, sont toujours d'application. En clair, les services de douane ne perçoivent plus la TVA à l'importation pour cette catégorie d'opérateurs économiques, bien que subtilement, on passe les écritures sur les déclarations de douane. Qu'est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous pensez? Je comprends quoi. En fait, il y a deux choses qu'il faut comprendre. En matière de douane, il n'y a pas vraiment de différence entre l'exonération et l'exemption par rapport à l'obligation déclarative. En matière de douane, que vous soyez exonéré par cette suspension correspond un tout petit peu à l'exonération, ou que vous soyez exempté, vous devez déclarer. On doit passer les écritures. Mais on va renseigner néant. Je sais que ça signifie. Donc, ça signifie que, subtilement, ils sont suspendus, mais ils gardent l'obligation de déclarer. Est-ce que vous pensez qu'il y a ce qui nous a mis en retard un peu par rapport à d'autres pays? Mais j'ai plutôt une opinion à émettre. Allez-y. C'est que le code minier congolais, et c'est ça ma critique, est trop généreux en matière de titres miniers. Si vous prenez l'article 53 et l'article 68 du code minier, on dit que le titulaire des droits miniers peut détenir plus de 50 titres miniers. La conséquence, c'est quoi? C'est que si j'obtiens un titre minier de recherche, un permis de recherche, ou une autorisation de recherche de produits de carrière,
Le régime fiscal qui m'est appliqué, c'est un régime fiscal préférentiel parce que je n'ai pas encore commencé l'exploitation. Mais en même temps, j'ai aussi un titre minier d'exploitation. Or, puisque j'ai déjà commencé l'exploitation, il y a un régime fiscal qui m'est appliqué, adapté. Mais puisqu'on me permet d'avoir 50 titres, donc je peux avoir. C'est-à-dire je peux combiner. Je peux utiliser les bénéfices des titres miniers de recherche pour financer mes activités d'exploitation. Et ça peut échapper à la Direction générale des impôts. C'est comme ça que les pays comme les Guinées, si vous prenez l'article 20 du Code minier guinéen, on a limité le nombre de titres que l'opérateur... Pour éviter justement qu'il y ait évasion et tout ça qui... Il y a évasion fiscale, il y a évasion parce qu'il profite de la faiblesse de la loi. Et aussi, c'est vrai que notre Code minier permet que lorsque vous êtes titulaire d'un permis de recherche, qu'au bout d'un certain délai ou avant l'expiration, vous devez les convertir lorsque vous ne renouvelez pas en permis d'exploitation. Ça, c'est une solution. Mais les FMI en 2007 a produit ce qu'on appelle les guides pour la transparence des ressources extractives. Les FMI dit pour les États qui sont générés en matière de titres miniers, ils doivent établir ce qu'on appelle la barrière de déconsolidation. Comment? Ils doivent attribuer à chaque mine, puisque j'ai 50 titres miniers, on doit attribuer à chaque mine, à chaque titre minier, une personnalité fiscale distincte et une comptabilité distincte. Ah, ok. Oui. En ce moment-là, tout sera clair parce que le risque, c'est quoi? Si la personnalité ou le numéro impôt est reconnu à la société et attribué à la société, comme ça se fait chez nous, et non aux mines, au carré minier ou tout ça. Séparément, séparément. C'est que je peux utiliser... On peut mélanger les mines déficitaires, je peux déduire les charges du mine bénéficiaire, du mine déficitaire et les gouvernements perdent. Et pour corriger ça, il faut séquencer. Il faut revoir. Il faut revoir et il faut, comme les FMI dit, ériger une barrière de déconsolidation, que tous les titres miniers soient répertoriés et que la personnalité fiscale ne soit pas attribuée non seulement à la société, mais à chaque titre minier. À chaque titre minier. Mais alors, est-ce que vous ne voyez pas que finalement, c'est une entorse qu'un décret suspende les effets d'une loi, comme ça a été fait dans le passé? Suspendre les effets... Oui, parce qu'à l'époque, c'est un décret les décrets des anciens premiers ministres suspendaient la loi, le code, même le code, on va dire. Oui. Est-ce que vous pensez que c'est une entorse? Est-ce que c'est comme ça que les choses devraient se passer, où il faut laisser la loi être appliquée comme il faut, au lieu d'amener des décrets qui pourront suspendre ou déranger un peu? Non, en tout cas, un décret ne peut pas suspendre sur le plan de la légalité une loi. Mais pourtant, dans les rapports, il a été clairement établi que ces décrets ne devraient même pas exister. Non, ces décrets, ça je devais aussi le dire, ces décrets sont illégaux parce que ces mesures de perception ou d'imposition étaient prévues par une loi, un acte législatif. Et donc, la théorie de l'acte contraire, toutes choses restant égales par ailleurs, il fallait que soit la loi des finances, parce que nous avons adopté le système français, dans le système français, c'est qu'à chaque fois qu'on adopte une loi des finances et que le Parlement fait les prévisions des recettes, il révise également les lois en matière fiscale. Donc, ça devait être porté soit par une loi des finances ou en révisant la loi. Exact. Oui, l'ordonnance loi de 2010. Mais ce qui n'a pas été fait. Alors, parce que vous avez fait des recherches aussi sur nos mines, mais qu'est-ce qui vous séduit dans les mines exactement? Est-ce les cobalt, est-ce les coltans ou l'ensemble de toutes ces choses? Bon, en fait, moi, j'ai remarqué que le secteur minier, c'est un secteur porteur. De croissance. Oui, les recettes publiques chez nous sont alimentées par les mines essentiellement. Par les mines essentiellement. C'est comme ça que je me suis employé, et depuis l'université, depuis ma licence d'ailleurs, à faire mes recherches, à voir comment je peux être utile, je peux apporter ma plus-value dans la gouvernance de ce secteur. Comment je peux donner des propositions pour que les choses s'améliorent dans les secteurs miniers. J'ai par exemple réfléchi sur le cobalt. Aujourd'hui, les germanium et les coltan qui sont déclarés comme minéraux stratégiques. J'ai vu que l'ancien Premier ministre Ilou Kamba en 2019 a signé un décret illégal. Oh. Oui, et que ce décret doit être rapporté. L'article 7 du Code minier dit ceci, que le Premier ministre déclare par décret les minéraux stratégiques. Et donc les critères qui se basent, c'est
l'évolution du marché. Lorsqu'un minerai, le cours d'un minerai augmente sur le marché, le Premier ministre prend un décret pour déclarer ce minerai comme substance stratégique. Et l'alinéa 2 de l'article 7 dit ceci, que la recherche, l'exploitation et la commercialisation de ces minerais sont prévues par des dispositions réglementaires particulières. Nous sommes arrivés en 2018, notamment en 2018, il y a eu un décret du Premier ministre qui a déclaré les cobalt, les germanium et les coltan comme minéraux stratégiques. En 2019, il y a eu un décret du Premier ministre portant sauvegarde des substances minérales d'exploitation artisanale qui dispose, je crois l'article 2 et 3, dispose que la recherche, l'exploitation et la commercialisation des minéraux stratégiques sont soumis aux dispositions du Code minier. Vous comprenez qu'il y a illégalité. Il y a illégalité parce que l'article 7 dit que la recherche, l'exploitation et la commercialisation sont régies par des dispositions réglementaires particulières. Les décrets viennent changer la loi, dit que la recherche, la commercialisation sont faites par le code minier. Alors, mais pourquoi on ne rapporte pas? Donc, on ne sait pas. Donc, logiquement, on devait rapporter parce que les substances stratégiques doivent être soumises au régime juridique particulier. Alors, mais pourquoi ce n'est pas le cas au Congo? Pourquoi les décrets ne sont-ils pas rapportés? Parce qu'après M. Lukamba, il y a un autre Premier ministre et les deux autres, 3 décrets que je vous ai cités tout à l'heure, tantôt, pardon, il y a plus de 2-3 ministres qui sont passés. Mais moi, je vais vous aider. Il n'y a pas seulement les décrets. Si vous prenez l'arrêté de 2018 portant modalité de gestion de la dérogation prévue à l'article 6 de la loi de 2017 sur la sous-traitance. Parce que la loi de 2017 sur la sous-traitance dit que la sous-traitance, les entreprises sous-traitantes sont les entreprises à capitaux congolais. Mais toutefois, il peut y avoir une dérogation. Des étrangers peuvent exercer des travaux annexes, connexes aux travaux principaux, comme sous-traitants. Mais la dérogation doit être accordée par l'autorité de régulation du secteur privé. Mais si vous regardez l'article 3 de cet arrêté, l'article 6 dit la dérogation est accordée lorsqu'il y a indisponibilité ou inaccessibilité de l'expertise dans le marché considéré. Mais l'arrêté vient contredire la loi sur la sous-traitance. L'arrêté, d'abord, non seulement il contredit, l'arrêté ne définit pas, parce qu'on pensait que cet arrêté allait, parce qu'on ne comprenait pas en tant que chercheur, la notion, l'indisponibilité, l'inaccessibilité veut dire quoi pour qu'on accorde la dérogation. Et on pensait que notre soif allait être étanchée avec l'arrêté, mais malheureusement, l'arrêté ne nous définit pas ce qu'on entend par l'indisponibilité, l'inaccessibilité. Mais l'arrêté plutôt dit que la dérogation est accordée pour des secteurs présentant des spécificités, alors que la loi ne les dit pas. Donc l'arrêté vient ajouter des éléments nouveaux que la loi ne dit pas. Or, c'est un arrêté, c'est un acte réglementaire subordonné dans ce cas qui est venu en application. En 2018, je pense qu'il faut chercher le ministre des petites et moyennes entreprises qui était, et de l'artisanat, je crois, qui était en ce moment-là en poste. Et jusqu'aujourd'hui, cet arrêté n'est toujours pas rapporté. Cet arrêté n'est pas rapporté, ça s'applique. Et la dérogation est accordée pour une durée qui ne peut dépasser une durée maximum de 6 mois. Mais l'arrêté dit pour la dérogation est accordée pour une durée au moins de 6 mois. Mais qu'est-ce que nous perdons? Mais c'est que, d'abord, il n'y a pas de critères objectifs d'appréciation des secteurs présentant tous les secteurs présentent des spécificités. Ce que nous perdons, c'est que nous verrons des étrangers continuer à exercer comme entreprise sous-traitante sur base des dérogations accordées. Alors, avant de terminer cette émission, je voudrais que l'on parle un peu de la question du Rwanda et de la RDC, toujours dans le cadre minéral. Comment vous pensez, en tant que chercheur, trouver des solutions dans les transferts de nos minéraux, dans l'exploitation de nos minéraux avec le Rwanda par exemple, et pas seulement avec le Rwanda, parce qu'on a aussi le pétrole avec l'Angola, on a l'or avec la Zambie, on a l'or avec l'Ouganda. Comment se gère juridiquement, mais en tout cas intellectuellement, si vous voulez,
comment ça peut se gérer pour que nous ayons, nous, des raisons de vivre, de bien vivre? Oui, je vais d'abord parler sur les mines. Allez-y. Vous savez que nous avons les États-Unis sur la pression des ONG. Les États-Unis avaient adopté une loi américaine qui interdit aux entreprises américaines, en tout cas, d'acheter les minerais du sang. Pour les diamants bruts, il y a eu les processus de Kimberley. On a vu ça avec les diamants de Kimberley et tout ça. Tout à fait. Et pour les autres minerais, nous avons signé un partenariat avec l'ITRI, c'est une ASBEL internationale, pour certifier que comme ces entreprises ne peuvent pas s'amener jusqu'au niveau de la production, s'ils voient que ces minerais sont certifiés par une entité indépendante, elles sont sûres que ce ne sont pas des minerais décents. Bien que chez nous, nous exigeons les certificats de la CIRGL également. Mais la question qui se passe, c'est que moi, je ne comprends pas. Et c'est la question que je pose. Et c'est en même temps une suggestion que je fais aux autorités publiques. C'est de voir les minerais qui sont exportés au Rwanda sont les minerais du sang. Sont des minerais issus de l'exploitation illégale. Mais comment ces minerais quittent le Rwanda vers le pays ou des consommations. Ou alors, mais c'est pourtant l'interdiction vient de ces pays-là. Vient de ces pays. Pour dire qu'on ne peut pas acheter les minerais de sang. C'est qu'au niveau du Rwanda, il y a des entités qui certifient, comme chez nous l'ITRI, ou soit l'ITRI est également au Rwanda qui certifie. Mais on doit faire pression sur ces organes pour leur dire, mais comment vous certifiez nos minerais à partir de là? Si nous faisons pression sur des organes qui certifient nos minerais à ce niveau, nous pouvons contrôler. Parce que le Rwanda ne peut pas exporter ces minerais s'ils ne sont pas certifiés. Ah, ça c'est une incise importante puisqu'on ne l'avait pas avant. Non. Donc nos minerais quittent le Congo, qui vont au Rwanda, mais bizarrement, les grands consommateurs consomment ces minerais. Oui. Alors, s'ils consomment les minerais, comme vous le dites, donc les minerais sont certifiés. Sont certifiés. S'ils sont certifiés, cherchez à identifier les gens qui certifient. Qui certifient. Ah, d'accord. Alors, si ces gens sont également ici au Congo ou ailleurs, on peut utiliser des mécanismes pour faire pression à ces gens. Pour faire quoi exactement? Pour qu'ils arrêtent de certifier? Mais pour qu'ils arrêtent de certifier, parce que normalement, ils sont tenus à une obligation de transparence, de traçabilité. Alors, ils nous font des jeux, alors, dans ces cas. Alors, est-ce que... Oui, allez-y. Non, allez-y. Oui. Il y a par exemple aussi, parce qu'au niveau de la CIRGL, il y a un protocole additionnel de la CIRGL que la RDC a signé le Rwanda, l'Ouganda. L'article 12 de ces protocoles fait obligation à tous les États de faire quoi? De mettre en place des mesures législatives pour identifier et saisir les minerais issus de l'exploitation illégale des autres pays contractants et de retourner ces minerais vers les pays de destination. C'est l'article 12 du protocole additionnel de la CIRGL. Mais qui ne sait? Je ne sais pas si la RDC a déjà rappelé cela. Est-ce que nous avons ratifié? Nous avons, bien sûr. Mais je ne comprends pas. Pourquoi on n'en bénéficie pas? C'est ce que je ne comprends pas. Non, moi non plus, je ne comprends pas. Est-ce qu'il n'y a pas une volonté finalement de nous maintenir dans cette situation? Puisque nous avons des instruments assez importants, mais pourquoi nous ne faisons pas valoir ces instruments-là? Il faut faire valoir ces instruments. Il faut faire valoir. Et j'ai vu, il faut saluer les efforts que les chefs de l'État fournissent pour la pacification de cette partie du pays. Mais on peut aider les chefs de l'État. Il faut utiliser le cerveau maintenant. On peut utiliser ce genre d'instruments. J'ai vu, on a adhéré à la communauté des pays de l'EAC, je pense. Oui, l'EAC. À l'époque du président Mobutu, nous étions à la CPGL. Je pense qu'on devait d'abord commencer par évaluer notre participation. Au lieu d'aller participer dans plusieurs organisations qui ne vous rapportent absolument rien. Non, je comprends. L'amitié appartenant de la RDC dans plusieurs organisations, c'est par rapport aux positions géographiques. Et pour les chefs d'État, c'est stratégique parce qu'ils voulaient être présents au niveau de ces instances-là pour faire valoir la voix de la RDC. Mais je pense qu'on peut utiliser d'autres intelligences pour la pacification du pays. Comme quoi, par exemple? Et moi, j'ai dit, notamment, en ce qui concerne la certification des minerais, il faut beaucoup taper là-dessus. Il faut identifier quels sont les organes qui certifient les minerais au Rwanda. Est-ce que nous pouvons nous vendre à partir d'ici?
Pardon? Est-ce que nous, à partir d'ici, nous pouvons vendre le minerai sans aucun problème? Bien sûr, nous pouvons Parce que vendre nous avons l'ITRI qui qui certifie nos oui, minerais. oui, parce que les acheteurs sont ailleurs. Il faut exporter. Ah, d'accord. Ça suit toute la chaîne de traçabilité prévue par l'arrêté sur le manuel de traçabilité des minerais jusqu'au port d'embarquement. Et si nous, Quand on ça arrive, organisait, certifié. et si nous, on organisait un marché ici, pour que Oui, le bien sûr. producteur, pour que Il les est acheteurs prévu- viennent ici? Bien sûr, il est prévu un marché boursier au niveau artisanal pour acheter les minerais ici. Mais pourquoi il n'y a pas Et d'application? pardon? Pourquoi il n'y a toujours pas d'application? C'est ce que je me pose aussi. Ouais. Et aussi, par exemple, la question liée, par exemple, à l'amélioration de la connaissance géologique de l'État. Vous savez que la plupart de nos provinces ont des potentialités minières. Si je prends l'exemple de la province de l'Équateur, d'autres provinces également, mais il faut mettre en place un service, et il y a un service public qui est créé, je crois, pour effectuer des recherches afin d'améliorer la connaissance géologique de l'État. Ce service n'est jamais également appliqué. Vous êtes... Oui, allez-y. Mais je voudrais également un peu, si vous me permettez, parler un tout petit peu de la GECAMIN. Allez-y, ouais. On a suivi tous les rapports produits par l'Inspection générale des finances sur la situation de la GECAMIN. En fait, la GECAMIN, le code minier, permet à la GECAMIN de percevoir les pas de porte pour les travaux de recherche. Les pas de porte, c'est la rémunération que l'opérateur fait à la GECAMIN du fait d'avoir financé les travaux de recherche, d'avoir documenté et étudié les gisements. Et ça correspond à 1% de la valeur du gisement, de la valeur réelle du gisement. Mais depuis plusieurs années, et si vous lisez les rapports de l'Inspection générale des finances, c'est terrible. Les gisements appartenant à la GECAMIN n'ont jamais fait l'objet d'évaluation. Ce qui fait que les 1% des pas de porte qui sont payés à la GECAMIN sont sous-évalués. Il y a une autre question, et moi je propose au niveau de la GECAMIN qu'on mette en place un système de partenariat qu'on va inspirer du code des hydrocarbures. Comment ça doit se faire? Ça doit être comme un contrat de partage de production. Dans ces contrats, l'État ne prendra pas de risques. L'opérateur économique va financer tous les travaux. L'État va apporter son titre à travers la GECAMIN, bien sûr, et l'État sera payé en nature. Il sera payé en nature, c'est-à-dire on paie à l'État une quotité de la production et il se charge lui-même de commercialiser la GECAMIN. Est-ce qu'il n'y aura pas un conflit d'intérêts? Non, il n'y aura pas un conflit. Je reviendrai sur la question des conflits d'intérêts, c'est une question importante. Il n'y aura pas de conflit d'intérêts. La GECAMIN sera parce que si on entend que ces opérateurs économiques viennent plutôt continuer de vendre, mais ils continuent de déclarer les déficits, il y a toujours d'exercices déficitaires qui s'accumulent. Mais la GECAMIN, parce qu'ici il y a les déficits, la GECAMIN ne peut pas percevoir les dividendes. Plusieurs années, ça fait plusieurs années que la GECAMIN ne perçoit pas des dividendes dans les contrats de joint venture qu'il a signés. C'est comme ça que je propose ce type de partenariat. Au lieu d'attendre que ces opérateurs exportent et viennent vous déclarer les déficits, ils produisent, on fait la répartition, chacun retire sa quotité et se charge de commercialiser. Alors, sur la question de GECAMIN et les rapports de l'IGF, je n'ai pas beaucoup d'éléments, donc je ne sais pas m'avancer sur la question, puisqu'il faut que j'aie les éléments et que l'on puisse commenter convenablement la question. Mais je voudrais par contre vous poser la question de savoir comment ça se passe ailleurs. Ailleurs, ça veut dire pas seulement dans le Katanga, puisque dans l'Équateur, il y a aussi beaucoup de minerais. Vous savez, par exemple, dans le Bandundu, on parle aussi qu'il y a des minerais. Pourquoi nous attendons que les recherches soient menées par des grands laboratoires de l'extérieur, alors que nous pouvons le faire ici chez nous aussi? Est-ce qu'il y a lieu de le faire? S'il y a lieu de le faire, est-ce que c'est inscrit dans une quelconque loi? Ça, c'est la première question. La deuxième, c'est que vous avez fait des recherches à titre personnel, vous êtes allé étudier vous-même. Est-ce que l'État, dans une de ses branches, ou je ne sais pas, dans un de ses mécanismes, encourage la recherche à la connaissance de la gestion de nos mines, de nos gouvernances de nos mines? Est-ce que vous pensez que c'est fait comme ça? Oui, la question est pertinente. Il est prévu, il y a un décret qui a créé un établissement public chargé d'effectuer les recherches dans les mines. Et les recettes ordinaires de cet établissement public, les ressources en tout cas courantes, proviennent également d'une quotité de 10% des fonds miniers pour les générations futures.
pour financer les travaux de recherche. Mais je m'étonne parce que c'est depuis 2018 que les codes miniers d'application, les opérateurs économiques s'acquittent de la redevance minière. Et il y a toujours une quotité de 10% qui vont pour le fonds minier. Mais on se demande la quotité de cet établissement de recherche. Et pour ça, améliorer la connaissance géologique de l'État sur toute l'étendue du territoire national. vous pensez que ça peut aider à contourner le problème ou à le comprendre bien? Bien sûr, ça peut aider, mais je pense qu'on aura toujours besoin des appuis, peut-être des partenaires également, pour financer les recherches. Parce qu'il faut que la connaissance géologique de l'État soit améliorée dans toutes les provinces. Très bien. Vous êtes combien de chercheurs en droit minier au Congo? Il y en a de plus en plus maintenant? De plus en plus maintenant, ils sont très nombreux. Vous êtes avocat en mine aussi? Je suis pas mandataire en mine, mais je suis avocat, inscrit au tableau du barreau près la cour d'appel de Kinshasa Matete. Très bien. Alors, on a terminé la première partie de cette émission. Parce que pour moi, il est temps de voir aussi beaucoup d'autres réalités minières. Et je reviendrai à vous sur des cas, sur le contrat. Par exemple, il y a des contrats que l'on a donnés aux mines, à certains miniers. Oui, si vous permettez une minute pour terminer. Oui, allez-y, il n'y a pas de problème. Oui, la question du contrat minier, les codes miniers ne règlent pas vraiment les problèmes. Je voudrais, si on avait le temps, j'allais vous passer mon code minier. Oui, on peut. Pour lire. On peut le voir. Si vous pouvez Parce que lire. moi, je voudrais vraiment, véritablement, un vrai débat sur... Oui, prenez l'article 340 du code minier. 340. 340. Oui, je crois être là. De la validité des conventions minières. Toutes les conventions minières en vigueur à la promulgation de la présente loi sont régies par les dispositions du présent code. Ok. Très bien. Allez maintenant à l'article 343. 343. Vous avez remarqué une contradiction terrible. Mais 343. Disposition transitoire abrogatoire. Disposition abrogatoire. Ok. 343 sont abrogées. À la date de la promulgation de la présente loi, toutes les dispositions légales et réglementaires contraires aux dispositions du présent code, et notamment, alors là on cite les lois. Oui, allez-y le point A. L'ordonnance loi numéro 081-013 du 22 avril 81 portant législation générale sur les mines et les hydrocarbures telles que modifiées et complétées à ce jour, à l'exception des dispositions applicables aux autorisations d'exploitation et de commercialisation de produits des mines artisanales aux hydrocarbures, et sauf en ce qui concerne les conventions minières dûment signées et approuvées à la promulgation du présent code. Il y a une contradiction entre l'article 340 qui soumet toutes les conventions minières aux dispositions du présent code, donc la loi de 2018, et l'article 343 qui, parce que les conventions minières sont instituées par cette ordonnance-loi de 1981. Dans cette convention, normalement, si on devait soumettre les conventions minières à l'empire du code minier actuel, il fallait simplement abroger cette ordonnance-loi. Mais on n'abroge pas l'ordonnance-loi. Ça signifie qu'aujourd'hui, les conventions minières, il y a une survivance partielle des conventions minières. Et l'ordonnance-loi survit encore. Donc on a les codes, on a encore cette ordonnance-loi s'agissant des conventions minières. Cette interférence, ça peut... Oui, parce que j'attends au niveau de la doctrine, les gens dire que non, mais les conventions minières sont supprimées. Mais non, les conventions minières ne sont pas supprimées. Parce que l'ordonnance loi de 1981 n'est pas abrogée. Il s'applique encore entièrement s'agissant des conventions minières. Mais on soumet plutôt les conventions minières au code actuel. Ce n'est pas une abrogation. Ça signifie par exemple que les titulaires des droits miniers n'ont plus un droit d'option. Ils peuvent opter soit de rester dans les systèmes miniers négociés ou d'aller dans les systèmes miniers de base organisés dans les codes. Maintenant, ils sont soumis au code. C'est-à-dire les nouveaux impôts créés dans les codes s'appliquent à ces investisseurs, à ces opérateurs économiques. Et c'est quoi les dangers? Les dangers, c'est qu'on continue dans la dualité du régime juridique. Vous avez à la fois ce qui est prévu dans les codes et vous avez certaines personnes qui sortent du code.
et qui négocie tout. C'est-à-dire qu'il négocie les impôts. Si les taux, par exemple, de l'impôt mobilier pour les secteurs miniers, c'est 10%, ils peuvent négocier à 5%. Dans les codes miniers, c'est 10%, et ils peuvent les négocier à 5%. Vous voyez? Donc, ils peuvent tout négocier. Et c'est nous qui perdons. Et refuser même que certains impôts s'appliquent, et c'est nous qui perdons. Et l'État qui perd. Oui. Alors, c'est vrai qu'on va revenir sur la question. Moi, je crois qu'il faut pour moi le temps de m'armer suffisamment sur la question des mines, parce que vous êtes visiblement... Donc, je pensais que vous étiez contre, alors on est dans la même école. On est dans la même Donc, école. on est dans la même école. Je crois qu'il est très important pour nous, parce que après, les gens nous ont vendu le code comme un code parfait. Non, les codes alors qu'il y a beaucoup d'éléments que vous signalez là. Et je crois je n'ai même pas tout dit, en tout cas, parce que les temps, il y a beaucoup de choses à changer. Beaucoup de choses à changer. Et je pense que, bon, bientôt, parce que bientôt le code fera 5 ans, la garantie légale de stabilité de 5 ans pour la révision. Et les travaux vont commencer justement pour la révision de ces codes. Alors, c'est vrai qu'il n'y a plus qu'à vous remercier d'être passé pour comprendre la question des mines, mais surtout, moi, je voudrais qu'on revienne aussi, parce que là, vous parlez que de mines, mais il y a aussi des questions de forêt, par exemple. Il y a beaucoup de questions sur l'environnement, beaucoup de questions d'écologie. Il y a aujourd'hui, par exemple, le code forestier qui souffre terriblement, que l'on estime que le code minier serait beaucoup plus avantageux que le code forestier. Alors, il faudrait peut-être qu'on en parle aussi sur des questions comme ça. Oui, prochainement, je reviendrai pour qu'on en parle. Surtout la question, parce que au niveau, au niveau de ma province, par exemple... Laquelle? Je suis de la Mongala. Ah, okay. La ressource là-bas, c'est la forêt, essentiellement. Par exemple. Mais on n'a pas prévu de mécanismes comme au niveau de la redevance minière, par exemple, où il y a 15% qui va pour financer les projets d'investissement des entités territoriales décentralisées. On n'en a pas? Là-bas, il n'y en a pas. Et également, les cahiers de charges sont négociés dans le cas de la responsabilité sociétale. Hein. La responsabilité sociétale est pratiquement inexistante là-bas. Et les cahiers de charges sont dupes, parce qu'elles négocient entre les chefs coutumiers et les autres avec les opérateurs. Et ça met mal à l'aise. Je crois qu'il faut qu'il y ait des grandes études sur la question. Il faut qu'il y ait des grandes études. On peut s'inspirer du code, parce qu'aujourd'hui, une entité territoriale décentralisée au Katanga, par exemple, seulement avec les 15% de la redevance minière, selon le calcul qui a été fait, ils ont un budget annuel de 4 millions. Bien sûr, moi j'étais dans un village à Doko. Oui. J'étais à Doko où le monsieur te gagne 3 millions, 5 millions, il y en a 7 millions, mais tu te dis, mais waouh, comment ils font? Donc ils ont une longueur d'avance par rapport aux autres, alors qu'ils font tous les mêmes affaires chez nous. Les mêmes affaires chez nous. Mais j'ai peut-être ouvrir une parenthèse là-bas rapidement. Dans le code minier de 2002, on disait que la part des ETD devait servir à financer les projets d'investissement. Mais dans le code minier de 2018, on a supprimé cela. Ce qui fait que les 15% qui vont au niveau des ETD, on ne sait pas ce que ça finance les rémunérations, ainsi de suite. Ça ne devait pas servir à financer les dépenses courantes, mais les dépenses d'investissement ou de développement. Alors, on a terminé. Mais alors, la rubrique de l'émission, c'est qu'on va vous présenter des photos que vous allez voir et vous allez vous-même commenter, si ça vous intéresse, bien sûr. Première photo. Ouais. Le professeur Ebéran. Oui. Il vous inspire quoi? Il vous a enseigné? Il ne m'a pas enseigné personnellement, mais c'est un expert en droit des affaires. En tout cas, il maîtrise bien les droits des affaires. Photo suivante. Le professeur Luzo Lobam m'a enseigné la procédure pénale en G2 à l'UPC. C'est l'un des meilleurs pénalistes du pays. C'est l'un des meilleurs pénalistes de forme. De forme. Et je me souviens, je n'ai jamais fait ces examens, il me demandait de sortir. Pourquoi? Parce que je faisais déjà l'examen pendant le cours. On passe. Oui, le président d'ensemble, Moïse Katoum. Oui. Est-ce qu'il a eu un rôle à jouer dans les mines, la gouvernance minière au pays, non? Au niveau de la province, parce que il a créé les 2 taxes dont je vous ai parlé, la taxe sur le voirie et la taxe sur l'exportation des concentrés a été créée pendant qu'il était gouverneur. Parce qu'à l'époque, la clé de répartition de la redevance minière
n'étaient pas respectées par la Banque centrale. C'est des taxes irrégulières ou vous pensez que c'est irrégulier? Maintenant, c'est illégal parce qu'il y a le principe d'exhaustivité du code posé à l'article 219. Le régime fiscal minier concerne à la fois les impôts du pouvoir central, des provinces et des ETD. Tout doit être prévu dans le code. Et aujourd'hui, ces deux taxes ne sont pas prévues et la taxe sur la voirie n'a plus sa raison d'être parce qu'il y a l'impôt sur les véhicules, la taxe spéciale de circulation routière, qui sont cédés aux provinces pour financer les travaux de voirie. Et ces deux taxes sont imposées aux transporteurs. Mais les transporteurs, si vous prenez l'article 108 septis du Code minier, peut être aussi des titulaires de droits miniers. Et même s'il ne l'est pas, les charges de transport sont des charges professionnelles qui viennent en déduction du bénéfice, donc des professionnels sur les bénéfices. La taxe sur l'exportation des concentrés n'a plus sa raison d'être parce qu'il y a maintenant des dispositions sur la commercialisation et l'exportation des concentrés de cuivre et de cobalt. Donc, désormais, il est interdit d'exporter à l'état brut, même si je déplore le moratoire qui est toujours d'application. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les miniers qui continuent de bénéficier des moratoires pour exporter à l'état brut. Or, l'article, je crois, 342 bis introduit plutôt un délai de 3 ans à dater de l'entrée en vigueur du code pour exporter à l'état brut. Mais nous sommes déjà, on a dépassé 3 ans. On a déjà dépassé les 3 ans. Donc, normalement, pour prolonger le délai de 3 ans, il faut modifier les codes. Oh, on n'a pas modifié. C'est ça. Photo suivante. Ouais, M. Dan Gettler. J'entends parler de lui. Il a signé un contrat de joint venture avec la GECAMINE. Et j'avais suivi qu'il y avait au niveau de la présidence une commission qui devait réviser les contrats qu'il signait, où il devait retourner les actifs de l'État congolais. Comment vous avez trouvé cette procédure? Non, j'ai trouvé que c'est bien. C'est la volonté du chef de l'État désormais que le Congo exerce sa pleine souveraineté sur ses mines. Il faut saluer. Photo suivante. Monsieur Albert Yuma, qui a géré la GECAMINE, il est toujours le président de la FEC, la Fédération des entreprises du Congo. Photo suivante. Ah, le président Joseph Kabila. Mais c'est lui l'auteur du code minier. C'est lui l'auteur du code minier de 2018. Il faut saluer quand même le courage qu'il avait de promulguer ces codes contre les pressions d'étrangères. Est-ce qu'on a fini avec les photos? Le président Félix, pour moi, je salue beaucoup son management public, sa volonté de transformer le pays et sa volonté également d'encourager les jeunes Congolais comme nous également. Je pense qu'il est très sensible à l'expertise. Voilà. Merci beaucoup à vous, monsieur Maître Alpha Madoukou, pardon. Je rappelle que vous êtes avocat, vous êtes chercheur en droit minier et vous avez tellement beaucoup de choses à dire sur la question des transferts, des réformes et de la refonte. Et je crois que désormais, on fera recours à vous de temps en temps pour des questions spécialisées. Ouais. Mesdames et messieurs, merci beaucoup. Je dois rappeler que j'ai rencontré Maître Madoukou en route, hein. C'était en route. En tout cas, il m'a dit, mais écoute, je vais parler de ça. Je l'ai trouvé très courageux, mais surtout très, très, très pertinent dans ce qu'il disait. Il m'a dit, d'accord, tu viens alors, et viens, on va le faire. Et je crois qu'on va le faire encore. Si vous avez des questions particulières, n'hésitez pas, surtout pour des questions de mines, n'hésitez pas de nous le dire et nous allons le faire revenir ici. C'est vrai que la question de la sous-traitance, elle est importante, mais je n'ai pas voulu mélanger la question de la sous-traitance ici. Je voudrais que quand on parlera de la sous-traitance, qu'on en parle suffisamment que sur la sous-traitance et aussi avoir des pistes et des solutions pour corriger les erreurs du passé. Merci d'avoir été nombreux. Que la peur quitte nos esprits et que Dieu bénisse les RDC. Debout, Congolais.
bana Congo toyembani loyembo lonene ya lisa